7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Chers auditeurs, je ne vous ferai pas l'offense de vous redonner les preuves de l'insécurité qui règne aujourd'hui en France. Vols, agressions, viols, attentats, tout ceci est d'ores et déjà sous nos yeux. Face à cela, les Français dont vous faites partie, dont je fais partie également, se sentent souvent abandonnés par un État qui semble toujours plus absent, si ce n'est laxiste. En réponse à cette inaction de nos dirigeants politiques, l'Institut pour la justice a récemment décidé de mener l'État devant les tribunaux et porte plainte pour inaction sécuritaire. Aujourd'hui, nous recevons donc Pierre-Marie Sève, délégué général de l'Institut pour la justice, mais aussi juriste, ainsi que Maxime Thiebaud, avocat au barreau de Paris et au sein de l'IPJ, et docteur en droit public. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous, Pierre-Marie Sève, il en faut bien un. Avec votre institut, vous poursuivez donc en justice l'État français pour inaction sécuritaire. Alors, on va revenir sur la procédure en tant que telle, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme d'inaction sécuritaire ? Ce terme a été déjà utilisé par les écologistes. Vous vous en souvenez certainement. En 2022, l'État français a été condamné pour inaction climatique. Et donc, nous avons vu ça de loin avec l'équipe de l'Institut pour la justice. Et on n'a pas eu d'avis spécialement sur la question, mais on s'est dit c'était quand même un précédent assez étonnant, mais en même temps plein d'espoir quand on aborde d'autres sujets qui nous tiennent à cœur et qui nous semblent faire l'objet d'inaction de la part de l'État. Et donc, dans la foulée, quelques semaines plus tard, on a pris la décision de nous aussi porter une action en inaction sécuritaire. Et ce qu'on dit, tout simplement, c'est que effectivement, l'insécurité augmente depuis 40 ans de manière dramatique. Ça crée des situations dramatiques, plein de situations individuelles, plein de situations, même une situation collective dans laquelle on est en France tous obligés de regarder derrière soi quand on rentre chez soi, quand on est obligé de fermer bien à clé la nuit, on peut se relever la nuit pour refermer notre porte à clé, on peut collectivement on a ce stress et cette tension générale qui est due à l'éruption de la sécurité et la forte insécurité qui est en France. Et parallèlement, qu'est-ce que l'État a fait ? Enfin, le pire, c'est que il y a beaucoup en criminologie, les méthodes pour faire baisser l'insécurité ne font pas débat. On le sait, quand vous avez des sanctions prévues à l'avance, claires et dûment exécutées, on le sait que l'insécurité diminue. Ce sont des choses qui ne font pas débat en criminologie. Tous les pays qui l'ont tenté l'ont réussi. Et donc, la seule raison pour laquelle on ne fait pas ça, l'État jusqu'à présent ne fait pas ça, il fait même l'inverse. Bien souvent, il fait l'inverse. C'est ce qu'on essaie de démontrer là, dans notre plainte, et ce qu'on essaiera de continuer à démontrer, ce que Maxime vous expliquera mieux que moi. Mais il fait l'inverse. Et donc nous, ce qu'on dit, qu'il aurait dû faire les méthodes simples. Et donc, s'il ne le fait pas, c'est qu'il certainement, il manque de volonté, mais en tout cas, il n'agit pas. Et c'est une inaction coupable à notre sens. Alors, pour porter cette plainte, vous vous basez sur le droit à la sécurité. Maxime Thiebaud, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur notre droit à la sécurité ? Oui, alors je veux bien vous éclairer, mais je pense qu'il faut expliquer la procédure qu'on a mise en place. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire une demande auprès du gouvernement, c'est-à-dire du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur et de la Première ministre à l'époque, qui était Madame Borne, et on lui a demandé tout simplement de mettre fin au préjudice constant et continu d'atteinte à la sécurité des Français. Pourquoi ? Parce qu'il existe un droit fondamental qui est celui de pouvoir vivre en toute sécurité dans notre pays. Ce à quoi on a eu une réponse qui a été très éloquente, c'est-à-dire le silence du gouvernement, qui n'a pas répondu à notre demande. Donc, par voie de conséquence, on a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête, même plus précisément de 3 requêtes, contre la décision implicite de rejet de la Première ministre, celle du ministre de la Justice et celle du ministre de l'Intérieur, en demandant au tribunal administratif de Paris de condamner l'État du fait qu'il existe un préjudice sécuritaire qui n'est pas résorbé dans notre pays et qui engage la responsabilité de l'État. Et si vous voulez, l'idée, c'est que le tribunal administratif de Paris enjoigne
au gouvernement de prendre toutes les actions positives possibles pour rétablir la sécurité dans notre pays. Et pour ce faire, alors Pierre-Marie a fait un travail hyper exhaustif avec l'Institut de recherche fondamentale en apportant toutes les preuves du préjudice sécuritaire, de l'augmentation des violences, de l'augmentation des atteintes aux personnes et aux biens depuis X années. Et on apporte des solutions, on dit voilà ce qui pourrait être fait à court et à moyen terme avec les moyens réels de l'État pour pouvoir faire baisser cette courbe et rétablir la sécurité dans notre pays. Alors, la difficulté, c'est que l'administration ne nous répond pas. Elle fait la sourde d'oreille. Elle a été plusieurs fois relancée par le juge administratif pour répondre et elle n'apporte pas de réponse pour le moment. Nous, on continue à apporter des éléments en soutien de notre démonstration. Et l'objectif à la fin, c'est comme les écologistes l'ont fait avec le préjudice écologique, parce que l'État n'intervient pas pour appliquer les normes, notamment européennes, en termes d'écologie, c'est que l'État soit in fine condamné alors à une certaine somme qui sera somme toute symbolique, mais l'idée c'est vraiment de démontrer que l'État est responsable par l'incurie de son administration à rétablir la sécurité des Français. Et la sécurité, ce n'est pas que un vague mot comme ça, vaguement utilisé à la télé tous les matins. Ça a une réalité matérielle, ça se quantifie, ça s'explique. Et ça suppose une action positive. Un exemple très simple, par exemple. On va revenir sur cet exemple juste après le point d'actualité, si vous le voulez bien, Maxime Thiébaut. Il est 8h et on retrouve Adèle Rosner. Ligne droite. Le témoin a dit la vérité. Il doit être exécuté. La table ronde. Alors, Maxime Thiébaut, juste avant le point d'actualité, vous nous parliez des exemples concrets donc, de l'insécurité en France. Vous pouvez reprendre là où je vous ai coupé. Je vous remercie. En fait, pour être assez clair avec vos auditeurs, on considère qu'il y a une carence fautive de l'État. C'est-à-dire que l'État ne prend pas les moyens suffisants et que cette carence fautive, elle crée un préjudice. C'est un petit peu quand vous engagez la responsabilité de votre voisin parce qu'il fait tomber l'arbre sur votre clôture. Eh bien, le fait qu'il n'ait pas entretenu son arbre et qu'il tombe sur votre clôture vous cause un préjudice. Donc, vous allez lui demander réparation. Eh bien, c'est exactement la même chose. On part du principe que l'inapplication de la loi, le fait de ne pas prendre tous les moyens nécessaires, par exemple l'exécution des OQTF, le fait de ne pas augmenter les moyens, notamment de la police, de la gendarmerie, le fait de ne pas ouvrir des places de prison suffisantes, d'avoir une politique pénale insuffisante au niveau même du ministère de la Justice, en ne recrutant pas suffisamment de magistrats, en ne formant pas suffisamment de magistrats, en n'ayant pas suffisamment de greffiers. Je rappelle quand même que dans notre pays, il y a 3 ans, pour la première fois de son histoire, nous avons eu des magistrats qui ont manifesté par manque de moyens. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de l'application de la loi par les magistrats ou d'un certain laxisme que parfois on peut révéler. Là, je parle simplement d'avoir les moyens d'agir. Eh bien, on considère que cette absence de moyens, cette carence du service public, elle crée chez tout citoyen un préjudice, ce préjudice sécuritaire que l'Institut pour la justice est le premier à développer parce que personne ne s'est jamais prétendu de l'existence d'un préjudice sécuritaire. Et on considère qu'il existe ce préjudice sécuritaire et qu'il y a lieu de le réparer, tout simplement. Alors, la réparation, elle passe par elle a deux vecteurs. Le premier, c'est la réparation purement financière. On va effectivement réparer la clôture, pour reprendre mon exemple. Du moins, on va vous indemniser de la clôture qui a été abîmée. Et elle a un vecteur purement actif, une action voulue de l'État, c'est-à-dire de reconstruire cette fameuse clôture et en l'occurrence de prendre les moyens pour rétablir la sécurité dans notre pays. Et c'est vraiment l'objectif. Et ce qu'on veut, en fait, à tout prix, c'est avoir un débat. En fait, on a saisi le tribunal administratif de Paris, non pas pour se faire de l'argent, c'est pas du tout l'objectif de l'Institut. L'objectif de l'Institut, c'est de soulever le débat, qu'il y ait un débat d'idées et que la juridiction administrative soit là pour que les idées échangent, que le gouvernement nous apporte des éléments et qu'ensuite, la décision de justice soit celle de dire qu'effectivement, on avait raison de la saisir. Mais malheureusement, on est un peu confronté à un silence de l'administration et souvent le silence qui ne dit mot consent et je pense qu'ils consentent en fait à notre requête et que nos arguments sont de droit et sont
bien fondée et que l'État est bien gêné à ne pas savoir quoi nous répondre. Écoutez, on espère que, en tout cas, le fait que vous les meniez en justice va les pousser à réagir. J'aimerais revenir sur des propos que vous avez tenus, Pierre-Marie Sèvre. Vous parlez de la criminologie qui démontre que lorsqu'on précise la loi et lorsqu'on l'applique avec une certaine autorité, l'insécurité, par voie de conséquence, diminue. Est-ce qu'aujourd'hui, en plus donc de la loi et du climat juridique français, il ne faudrait pas aussi prendre en compte l'immigration et l'insécurité qu'elle engendre? Oui, certainement. Si vous voulez, la justice pénale La justice pénale est une instance de régulation des comportements. C'est-à-dire que quand un État souhaite encourager un comportement ou décourager un comportement, il doit adapter la réponse pénale. Quand vous voulez décourager un comportement, vous demandez à votre justice d'être extrêmement ferme contre ce comportement, contre, je sais pas, que ce soit les crachats dans la rue ou jeter ses déchets dans la rue. Si on décide du jour au lendemain qu'on ne veut plus un seul déchet dans les rues en France, on n'y arrivera certainement pas, mais en adaptant la réponse judiciaire, c'est-à-dire en la rendant très sévère, on en aurait certainement beaucoup moins. Et si on décide au contraire que les déchets dans la rue, c'est bon pour la biodiversité, j'en sais rien, la justice ne punira plus ça. Donc la justice, elle a cette responsabilité de réguler les comportements sociaux, et l'immigration étant aujourd'hui une dimension absolument centrale. Enfin, la démographie est toujours une dimension centrale dans toute société. C'est la démographie qui fait tout, moi à mon avis en tout cas. Mais aujourd'hui, l'immigration ayant pris une place tellement prépondérante, tellement importante, que évidemment que la justice doit s'adapter à cette nouvelle donne. Mais là où moi je vois, en tout cas sur l'immigration, un sujet, c'est que cette nouvelle donne, c'est difficile de s'y adapter. Quand vous avez des gens qui viennent des îles du Pacifique, quand vous avez des gens, l'audience suivante, vous avez un accusé qui vient d'Afghanistan, puis l'audience suivante, un Somalien, et puis l'audience suivante, un Français breton, et puis l'audience suivante, vous avez un Bolivien. Tous ces peuples-là, tous ces pays-là ont, et c'est normal, des visions différentes de ce qui est acceptable et de ce qui n'est pas acceptable. Et quand vous prenez par exemple un Afghan, moi je prends toujours cet exemple-là, en Afghanistan, moi je me souviens d'un sondage qui a dû être fait dans les années 2010 du Pew Research Center qui disait qui montrait pour chaque comportement, alors c'était par exemple préconisez-vous la lapidation pour l'adultère ou pour l'apostasie. Et en Afghanistan, on est à 98 ou 99% de oui. Alors quand vous avez quelqu'un qui s'attend à être lapidé si l'apostasie, et quand il arrive en France, qu'il a agressé sexuellement une jeune fille et qu'il est condamné à 2 ans avec sursis, il se dit, en France, l'agression sexuelle est autorisée. Ce n'est pas un comportement empêché. Parce que lui, il s'attendrait à avoir une sanction en Afghanistan extrêmement dure. Et donc, si vous voulez, premièrement, vous avez des gens qui rentrent dans votre pays, que vous ne contrôlez pas, parce que l'immigration illégale, c'est foncièrement ça. Il y en a des centaines, une bonne centaine de milliers qui rentrent chaque année en France. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils ont certainement, pour beaucoup d'entre eux, des casiers judiciaires dans leur pays, voire, et ça c'est même pratiquement certain, pour la quasi-totalité d'entre eux, s'ils ont réussi à rentrer en France. Vous savez, moi j'ai écouté un prêtre un jour, une fois, qui était à Tamanrasset, donc qui était dans le sud du Sahara, et qui recueillait les premiers migrants venus d'Afrique subsaharienne. Et il disait, mais c'est des pauvres gars, hein. Lui, il avait toute compassion pour eux, mais il disait, mais ceux qui arrivent à aller jusqu'en Europe, ce sont les pires, ce sont les plus cruels, ce sont ceux qui ont le moins de remords à écraser les autres. Parce que ce qu'il faut, c'est écraser les autres. C'est faire preuve et c'est comme ça, hein, et c'est faire preuve d'un manque complet de remords, etc. Et donc, quand vous avez déjà des gens qui sont les pires de leur catégorie, qui ont certainement des casiers judiciaires chez eux, puisqu'aujourd'hui, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas, la France ne contrôle pas si les gens ont des casiers judiciaires dans leur pays, puisqu'on n'a pas accès à ces casiers judiciaires, on ne contrôle pas. Donc, pour beaucoup d'entre eux, il se trouve qu'ils sont plus délinquants. Ce qui explique d'ailleurs qu'ils sont surreprésentés dans toutes les catégories de crimes et délits. En France, les étrangers sont surreprésentés. Je parle uniquement des étrangers, on n'a pas de chiffres sur les descendants d'étrangers, etc., etc. Mais rien que les étrangers, ils sont déjà surreprésentés. Quand en plus, vous avez une justice qui ne sait pas les gérer, qui les gère comme des Bretons ou comme des Bourguignons ou comme des Alsaciens,
ça empire encore plus le problème. Alors, Donc oui, l'immigration est centrale. justement, vous parlez donc de ce décalage de culture, du fait qu'on traite ces personnes de la même façon qu'on traiterait un Breton ou un Alsacien, alors que de ce fait, il y a une différence fondamentale dans leur façon de penser la loi. Mm. Est-ce que vous pensez que l'État est conscient de ce décalage ou est-ce que finalement il subit son ignorance? Moi, je pense que, alors l'État, en fait, c'est un grand mot finalement. Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur en sont certainement conscients. Ça, j'en suis persuadé. Je pense qu'au ministère de la Justice, beaucoup de magistrats, qu'ils soient d'ailleurs ouverts à la question à la base ou pas, au bout d'un moment, ils sont obligés d'en être conscients. Moi, j'en ai parlé avec des amis magistrats, j'en ai beaucoup. Ils sont obligés d'en être conscients. Ils voient bien que, voilà, on peut pas gérer tout le monde de la même façon. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils savent faire. Donc, je pense que les fonctionnaires ou les agents de l'État le savent. Maintenant, les élus, c'est autre chose. Les élus, il faut croire qu'ils ne le savent pas, qu'ils ne le comprennent pas, puisque visiblement, ils n'agissent pas pour régler le problème. Et le problème continue à prendre des proportions de plus en plus importantes, inquiétantes, et continue d'ailleurs, dans l'opinion, à énerver tout le monde. La population française entière n'en peut plus. Vous savez, j'ai retrouvé des sondages dans les années 80. Les premiers sondages, il y a un centre de recherche, un institut de recherche officiel qui a fait des premiers sondages. Pensez-vous qu'il y a trop de travailleurs immigrés en France? Dès le premier sondage, on était à une majorité de gens qui disaient oui. Oui, déjà dans les années 80. Exactement. Premier sondage en 81, les gens disaient déjà qu'il y avait trop d'immigration en France et qu'il fallait la limiter. Ça n'a pas été fait depuis 81. Ça n'a jamais été fait. Jamais. L'immigration n'a fait qu'augmenter depuis les années 80, chaque année. Je dis pas le stock total. Le flux n'a fait qu'augmenter et donc, a fortiori, à plus forte raison, le stock total, le flux n'a fait qu'augmenter depuis 81. Alors, la déconnexion de nos élites n'est plus une question. Je pense que ça, on peut l'acter. Ça alimente ce sentiment d'abandon de la part des Français. Maxime Thiebaud, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Français pourraient, à raison, avoir envie de se faire justice eux-mêmes? Et est-ce que vous pensez que ça serait une bonne chose et qu'il faudrait adapter la loi à ça? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est très compliqué pour un Français de se défendre juridiquement si jamais il s'est défendu dans son intégrité face à un agresseur. Quelle est la vocation de l'État? En fait, c'est un débat qu'on n'a plus aujourd'hui parce qu'on voit des politiques qui ne pensent qu'à la réélection et qui ne parlent plus du tout de fondement même de notre État. L'objectif de l'État, c'est d'assurer la sécurité et que tout citoyen délègue une partie de sa liberté, à savoir celle de pouvoir se défendre et d'obtenir justice, à un organisme, pour faire plus simple, global, administré par un ensemble de personnes à qui on délègue des pouvoirs. C'est ça l'État. Donc l'État, il a vocation à rendre justice. Et effectivement, si on fait le constat que la justice n'est plus rendue par l'État, c'est qu'il y a une défaillance de la part de l'État. Et le risque, effectivement, c'est que les Français décident de se rendre justice tout seuls. Donc moi, non, je n'ai pas envie que tout à chacun se rende justice pour la simple et bonne raison que ce serait revenir à la loi du plus fort. Et en fait, c'est sortir de la civilisation. Parce que l'objectif de la civilisation, à proprement parler, c'est de construire une base de valeurs et de fondements que tout à chacun partage pour assurer qu'il n'y ait pas d'arbitraire et que ce ne soit pas la loi du plus fort qui s'applique. Mais pour ce faire, il faut donner les moyens à notre justice. Je vais vous donner des exemples très concrets. Quand vous voyez que, par exemple, des tribunaux judiciaires sont malheureux de constater en permanence les mêmes personnes qui repassent en comparution immédiate devant eux, contre lesquelles ils ont déjà prononcé des interdictions de paraître sur le territoire français, que ces interdictions ne sont pas exécutées, tout simplement parce que les lois, du moins pas les lois, les peines prononcées dans notre pays, notamment ces peines complémentaires, ne sont pas exécutées parce que les moyens qui devraient être consacrés à cette exécution-là ne sont pas mis. Quand vous voyez que plus de 90% des OQTF, pour parler du volet administratif des obligations de quitter le territoire, ne sont pas exécutés, forcément, vous retrouvez toujours les mêmes populations qui reviennent devant nos juridictions. Et vous retrouvez tout le temps les mêmes victimes. Parce que on sait très bien que les agressions, pour prendre un exemple très concret, les agressions dans les transports en commun, notamment en Île-de-France, sont principalement dues à des personnes en situation irrégulière sur notre territoire national. Quand ces personnes-là sont attrapées et qu'elles passent en comparution immédiate, elles vont prendre une peine
qui va varier, qui va aller progressivement vers une gravité supérieure, mais ce sera toujours insuffisant parce qu'on va ensuite les retrouver dans la rue, ils vont recommencer, ils vont repasser devant les juridictions et c'est un jeu sans fin. Donc, c'est vrai que le sentiment de justice soit rendu n'existe pas et qu'on peut s'attendre à ce que les gens aient envie de se rendre justice. Sauf que je n'ai pas envie de leur donner les moyens de se rendre justice parce que je pense que ce serait de sortir de notre civilisation et de 2000 ans de construction historique de la France, mais je préfère m'attaquer à l'État d'un point de vue juridique et puis avec tous les moyens de droit qui existent pour lui imposer de prendre les actes positifs qui permettront aux Français d'avoir le sentiment, et non pas seulement le sentiment, mais l'assurance que la justice leur est rendue. Alors justement, vous parlez de ces axes parce qu'effectivement, vous ne faites pas que râler. En fait, vous êtes vraiment source de propositions. Et il y a 5 grands axes que vous proposez pour réformer la justice. Alors, je veux bien que vous nous les exposiez. Il y a l'égalité de droit, l'impunité zéro, l'application effectivement des peines prononcées, le principe de précaution et la justice transparente vis-à-vis des Français. Oui. Oui, Tu veux que je réponde, Maxime, ou... Oui, je t'en prie. Oui, en gros, nous, on demande, je vous l'ai dit tout à l'heure, on demande des choses qui sont reconnues unanimement. On ne demande pas, on ne demande pas la lune, on ne demande pas, on n'est pas d'une créativité folle. Vous savez, il y a un grand penseur, le père de la justice pénale et du droit pénal aujourd'hui. C'est un philosophe italien, un juriste italien qui s'appelle Cesare Beccaria, qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a vraiment posé les principes qui à l'époque étaient d'ailleurs très en avance. Il était considéré comme très progressiste puisque notamment c'est lui qui s'opposait à la peine de mort. Il a écrit contre la peine de mort, il a écrit contre la torture, contre les châtiments corporels. Donc il a vraiment posé les principes de droit pénal moderne. Mais donc il s'opposait à la peine de mort, mais pas que. Et il avait plusieurs autres grands principes. Alors, je peux vous les citer. Vous avez cité ceux que vous avez cités premièrement, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus précis pour l'application d'une justice pénale efficace, en tout cas qu'on demande là, en l'occurrence, dans cet acte, dans cette procédure précise. On a la rapidité. La rapidité est un phénomène, alors il le dit très bien, moins il s'écoule de temps entre l'action et le supplice que la personne a mérité, plus elles s'unissent, ces deux idées, de sorte que je l'ai là sous les yeux, de sorte qu'il considère sensiblement la punition comme un effet certain et inséparable de sa cause. Alors ça paraît assez évident, il y a des études qui l'ont très bien démontré que plus on a une rapidité de la réponse judiciaire, plus la perception même par le délinquant ou par la personne punie que la sanction qui a été établie est juste. Et moins on a de la rapidité, moins on a la sensation que cette sanction est juste. Et quand vous prenez par exemple un seul exemple, qu'aujourd'hui en France, on a 8% des peines de prison ferme qui ne sont pas exécutées toujours 5 ans après le prononcé de ces peines, vous imaginez que, alors 8% c'est une minorité, mais 5 ans c'est absolument scandaleux. 5 ans on est tout près de la prescription qui tombe à 6 ans, et donc on arrive à en gros 5% des peines de prison ferme en France qui ne sont jamais exécutées car prescrites, car l'État n'a jamais pris le temps de les exécuter. Donc il y a la rapidité, premièrement il y a la certitude. Tout ça se ressemble pas mal. Tout va ensemble. Si les peines doivent être rapides et certaines. Et pareil, beaucoup d'études ont montré que, non seulement Cesare Beccaria l'a dit, mais beaucoup d'études l'ont montré que plus on avait des règles judiciaires et procédurales claires, plus la certitude des sanctions était établie, plus il y avait un effet bénéfique sur la probabilité future de récidiver. On a très peu d'études sur la récidive, mais on en a une là-dessus. Comme par hasard, on la cite beaucoup moins. Voilà, on en a plein d'autres. On a, vous savez, dans beaucoup de courants, un grand courant assez majoritaire, on a estimé que la dissuasion n'existait pas, que la dissuasion était illusoire. Je peux reprendre tout un tas de, par exemple, Marc Ancel, la défense sociale nouvelle, enfin plein de théories pénales qui ont eu cours et qui ont eu beaucoup de succès depuis les années 60-70, qui dit par exemple la dissuasion est illusoire. Eh ben non, la dissuasion n'est pas illusoire. Cesare Beccaria le disait, les études l'ont prouvé. Je vous cite simplement. Le but du châtiment, selon Cesare Beccaria, n'est ni de tourmenter ou d'affliger un être sensible, ni d'empêcher qu'un crime déjà commis ne le soit, mais il n'est autre que d'empêcher le coupable de nuire encore à la société et de détourner ses concitoyens de tenter des crimes semblables. Tout ça a été largement confirmé et par l'expérience et par des études scientifiques qui regardaient, scientifiquement, par les chiffres, comment est-ce que les choses se déroulaient. Et oui, on a compris que la dissuasion,
tout comme le bon sens le prescrivait, la dissuasion permet de faire diminuer la criminalité future et collective du reste de la population qui a assisté à cette peine juste, rapide et certaine, et donc dissuasive. Alors, quand vous nous en parlez, ça semble limpide et effectivement, on a l'impression que ça coule de source. Finalement, dites-moi si je me trompe, mais l'intérêt de votre action en justice, c'est pas tant de condamner l'État, c'est plutôt de provoquer un électrochoc et de l'amener à se positionner sur ces situations que vivent les Français et les pousser à prendre les décisions qui s'imposent et que vous présentez très bien, donc. Oui, c'est ça. C'est vrai que oui, en gros, c'est une victoire symbolique. Hein. Je crois que Maxime, tu me confirmeras, on a 1 euro, on demande 1 euro symbolique. Hein. Si on pouvait obtenir la condamnation de l'État, effectivement, ce serait très bien. Parce que c'est quand même l'objectif, c'est de montrer qu'on a raison, que nos conclusions sont fondées, que nos moyens sont fondés. Effectivement. Après, on a conscience, on n'est pas allé dans un détail technique ce matin, ce n'était pas l'objet, on a conscience aussi des compétences du juge administratif, des compétences de l'administration qui ne sont pas les mêmes que celles du juge pénal, on a une séparation des pouvoirs, et celle du législateur. Donc on est aussi sur le prisme de ce que peut faire l'État en termes de moyens aujourd'hui. Le problème, c'est qu'au regard de ce qui existe d'un point de vue légal et en fait, pour dire des moyens juridiques qui existent, l'État intervient insuffisamment. C'est là où se situe le problème. C'est-à-dire qu'on nous parle tous les jours de dire qu'il faut prendre des nouvelles lois, il faut faire l'inflation législative pour pouvoir avoir plus de moyens pour agir, mais les moyens, en fait, légaux, on les a déjà. Le problème, c'est que l'État n'applique pas ce qu'il a en sa possession et que le gouvernement, je pense par laxisme, en réalité, ne veut pas utiliser les moyens qui sont à sa disposition. Si le ministre de l'Intérieur avait envie demain d'exécuter l'ensemble des OQTF, il le pourrait. Il le pourrait sans difficulté. Il suffirait de mettre les moyens. Le problème, c'est que ça ne dépend pas de M. Darmanin. Ça dépend en réalité de l'Élysée. Et si M. Macron avait réellement envie d'avoir une politique sécuritaire en France, il le pourrait. Je vais vous donner un exemple par analogie. Quand on a eu la période Covid, on a été en capacité on a été en capacité de prendre les moyens d'atteinte aux libertés fondamentales les plus colossales qui existent. Et là, quand il s'agit d'assurer la sécurité des Français, on nous sort n'importe quelle excuse juridique sortie du chapeau pour ne pas agir. Donc, personne n'est bête. Si vraiment la sécurité des Français était une vocation du gouvernement, eh bien, on le verrait concrètement tous les jours. Alors, en plus de cette action en justice, vous lancez une pétition qui recueille déjà de nombreuses signatures. Alors, je l'ai pas mise à jour ce matin, mais vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Quel est le but de cette pétition ? Le but, c'est, vous savez, les écologistes l'ont fait. Les écologistes avaient lancé une pétition qui a eu des centaines de milliers de signataires. Et on a le sentiment, avec l'équipe, notamment en premier lieu, Maître Thibault, nous avons eu le sentiment que cette pétition pour les écologistes avait eu de l'effet, avait démontré, peut-être inconsciemment pour le juge qui a examiné la procédure des écologistes, mais elle a démontré qu'une grande masse de citoyens était derrière cette action, et voilà, nous le savons, la justice est plutôt sensible, plus qu'elle ne le prétend d'ailleurs, sensible à l'opinion publique de manière générale, et donc eux, c'était une partie prépondérante de leur plainte, et donc nous on s'est dit il nous faut absolument la même chose, il faut qu'on démontre aux juges à qui on présente cette procédure que nous ne sommes pas tout seuls, on ne sort pas ça du chapeau, c'est pas un délire individuel, mais c'est bien. Alors nous on essaye de réunir 100 000 signataires à cette plainte, à cette pétition. Nous en sommes bientôt à 80 000. Mais voilà, je propose d'ailleurs, je demande à tous les auditeurs qui estiment que l'État est coupable dans son inaction, de signer cette pétition. Elle est sur notre site internet. Puis on a un site internet qui s'appelle droit à la sécurité avec des tirets entre chaque mot.fr, qui remet directement sur cette pétition, et on essaye là pour la clôture de l'instruction qui sera dans un peu plus d'une semaine, on essaie de réunir 100 000 signataires, et ça démontrerait que voilà, nous ne sommes pas seuls et que les citoyens français dans leur masse réclament plus de sécurité et plus d'action de la part de l'État. Écoutez, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si jamais vous n'avez pas retenu le nom du site, n'hésitez pas à appeler la radio. Pierre-Marie Sèvres, est-ce que vous pourriez nous le rappeler une dernière fois afin qu'il puisse aller signer cette pétition d'importance ?
Oui, alors déjà, c'est sur notre site internet institutpourlajustice.org et pour y aller plus directement, vous pouvez chercher droit-a-la-sécurité.fr et là, vous allez tomber directement sur la pétition. Chers auditeurs, on compte sur vous. Est-ce que très rapidement, vous pourriez nous donner là les prochaines échéances donc, de cette action en justice, de la pétition et de ce qui va se passer pour vous et pour l'Institut dans les prochains jours? Maître, vous Alors, voulez répondre? sur le plan purement de la procédure, on va redéposer des écritures, on attend les écritures en défense de l'État, espérons, hein. Et en suivant, il y aura certainement une audience, donc je pense que l'IPJ ne manquera pas de vous prévenir que cette audience aura lieu. Pourquoi? Parce qu'elle permettra au rapporteur public, c'est-à-dire un magistrat indépendant du tribunal administratif de Paris, de donner son avis sur le contentieux. Donc ça veut dire qu'un juge indépendant, le rapporteur public, dira si on était fondé ou pas et pourra confronter les arguments. Donc ce sera hyper intéressant. Et puis après, il y aura la décision de justice qui sera rendue et qu'on ne manquera pas de commenter. Mais écoutez, super, merci beaucoup Maxime Thiébaut et Pierre-Marie Sève. Alors je rappelle Pierre-Marie Sève que vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice et aussi juriste. Et Maxime Thiébaut, vous êtes avocat au barreau de Paris et au sein de l'IPJ, docteur en droit public. Merci beaucoup à tous les deux et puis bon courage et merci pour votre combat.